Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus pour notre seconde édition de ce webinaire, donc les objectifs en plus. Donc, ce soir, nous avons comme invité pour notre deuxième webinaire Monsieur Julien Kempf. Donc, Julien, bonsoir. Bonsoir, Merci merci. d'avoir répondu à notre invitation surtout. Merci à toi de nous accorder de ton temps puisque je sais que tu es très, très occupé actuellement. Donc, on va juste rappeler avant qu'on attaque le sujet, donc la petite thématique, donc c'est la prévention des blessures. Donc Julien, qui est ostéopathe, va nous expliquer tout ça et qui est aussi préparateur physique, je tiens à le rappeler, mais qui n'est pas kiné, si je peux me le permettre, puisque en off, on en avait discuté. Oui, Donc, je ne suis du pas coup, kiné. que je propose à chacun pour le webinaire de ce soir, c'est donc Julien va, comme la semaine dernière avec Dragan Djukic, sur la 3.2, va présenter donc son sujet. Puis ensuite, il y aura des questions-réponses. À la fin, suivant le nombre de questions qu'il y a, on pourra éventuellement ouvrir les micros et que vous puissiez poser vos questions. Mais pendant le temps de la présentation de Julien, ce serait sympa si vous pouviez couper vos micros et vos caméras juste pour une histoire de flux, quoi. Voilà. Donc, parfait. Donc, merci à tous d'être venus. Donc, je répondrai au fur et à mesure aux personnes qui posent des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser effectivement vos questions. Voilà. Donc, ce que je te propose, Julien, c'est quoi? Commencer par une petite présentation, vite fait de ton parcours, Ouais, etc., de ce que tu fais actuellement. Et puis après, on va donc parler de cette problématique quoi, qui touche, on va dire, le milieu amateur et aussi le milieu pro, qu'on avait parlé juste de la prévention des blessures. Voilà. Donc, je te laisse la parole. ça marche. Bonsoir à tous. Alors, pour me présenter, je m'appelle Julien Kempf, je suis ostéopathe depuis 11 ans, exclusivement ostéopathe, je ne suis pas kiné. Pour parler des petites spécialisations, c'est vrai que moi, ça fait presque une quinzaine d'années, une bonne grosse dizaine d'années que je travaille dans les clubs de handball en tant que préparateur physique et surtout l'accompagnement en fait aux joueurs dans la prévention donc des blessures, que ce soit en ostéo, travail de kiné, de strapping, tout ça, rééducation. En parallèle, je suis professeur d'anatomie en STAPS à Mulhouse et professeur de biomécanique en école d'ostéopathie à Strasbourg. Donc, on essaye de rajouter un peu de théorie à la pratique du hand et c'est plutôt intéressant. Pour ce qui a été proposé comme thème ce soir donc par les interlocuteurs, c'est la prévention des blessures. Alors, c'est un sujet passionnant et très difficile de résumer en une heure un sujet aussi vaste. Donc, ce qui va être sympa, c'est que ça laisse énormément de place à la discussion et aux questions que vous aurez à me poser. Évidemment, je ne vais pas pouvoir être exhaustif, c'est impossible en une heure, puisqu'il faudrait, je pense qu'on pourrait en parler pendant presque une année. Et c'est très individuel en même temps, donc on va essayer de prendre des grandes lignes et des grands thèmes pour être sûr d'intéresser tout le monde déjà. Donc, ce qui est compliqué, c'est de savoir par quel morceau prendre en fait cette présentation parce que c'est tellement vaste et ça englobe tellement de sujets, la prévention des blessures, que on a décidé d'une petite trame qu'ils m'ont proposée et que j'ai accepté. Donc, on va suivre un petit peu cette trame, quoi. Du coup, on peut commencer, je pense, Oui, tout à fait, oui, tout directement. à fait. Pour moi, à mon niveau, c'est bon. J'étais en train de regarder donc la fameuse trame dont nous avions parlé tous les deux. Donc, avec donc autour de la prévention des blessures, donc nous avions fait un petit schéma avec moi-même, Julien et Philippe, qui traitait notamment des différentes causes de ce qui pouvait entraîner la mauvaise nutrition, le trop de charge, le matériel inadapté, le manque de sommeil, la mauvaise technique, le surentraînement, etc. Et il nous semblait, si je peux me permettre, Julien, que c'était un sujet qui pourrait être important en ce début de saison, puisque nous évoquions, veuillez m'excuser, le fait qu'il y a pas mal de blessures importantes au niveau du milieu pro, mais bien sûr du milieu amateur qui nous concerne un peu plus, avec notamment, on parlait en off du fait que certains entraîneurs tirent quand même un peu sur les organismes de certains à certains niveaux, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le voir, nous en parlions tous les deux, effectivement, de voir que justement que la saison, enfin la préparation de la saison tronquée, effectivement, que justement il y a des critères qui ont changé, justement qu'il faudrait peut-être éventuellement se mettre un peu, je dirais pas à la page, mais tenir compte de ça. Donc c'est pour ça que Mhm. avec Julien, on avait abordé ça, quoi. Bah, c'est vrai on pourrait carrément faire une présentation de la prévention des blessures de manière générale et quasiment appliquée à cette année et à cette reprise qui est tellement particulière post-Covid. Et c'est la première chose dont je voulais parler, c'est que le contexte, on l'avait un petit peu anticipé dans les discussions qu'on avait eues avant, pendant l'été et au début de l'été. C'est que ce contexte Covid avec l'arrêt c'est si le contexte Covid, en fait, avec cet arrêt et dans le milieu amateur, en fait, qui a quasiment. Si je peux me permettre, excuse-moi Julien, j'aimerais Ouais, juste
certaines personnes coupent leur micro parce que sinon, Oui, j'avoue, ça me perturbe ça un va petit pas être peu, j'ai du possible. mal. Donc, merci de couper votre micro. Merci beaucoup. Veuillez m'excuser, hein, je t'en prie, Julien. Merci à Ouais, vous. c'est bien, merci. Et donc, du coup, cet arrêt, en fait, pendant presque 1 an et demi du sport, pour certains, qui ont essayé un petit peu de se maintenir comme ils pouvaient, mais qui malgré tout n'étaient plus dans le hand avec tout le sport qu'on peut faire. On peut aller courir tous les jours. Nos articulations, nos récepteurs et nos muscles ne sont plus du tout soumis aux mêmes contraintes. Donc en fait, tout ça, il y a une perte d'adaptation en fait à l'organisme, à cette activité qui est si particulière. Et donc du coup, plus que d'habitude, la nécessité de faire une préparation physique qui allait être très étalée sur l'été, très progressive, en introduisant le ballon progressivement en se frustrant en fait volontairement dans cette envie de reprendre le ballon, elle était assez nécessaire surtout sur les joueurs qui prennent un peu d'expérience ou d'âge. Malheureusement, il y a eu des challenges sportifs qui ont été vite très pris au premier degré, et tant mieux. Et puis c'est aussi le sport après tout. Mais beaucoup d'entraîneurs ont voulu beaucoup pallier en fait le manque de technique dû à cette période d'arrêt par de la technique, donc du handball. Et malheureusement, le corps n'est pas fait pour faire du handball du tout. On n'est pas programmé pour ça, on n'est pas fait pour ça. Et ça nécessite quand même une préparation physique assez intense et importante pour que notre corps puisse encaisser en fait le handball même. Et malheureusement, on l'a vu, là, on voit un peu en cascade dans certains clubs beaucoup de blessures. Alors on essaie, c'est sûr, on communique rarement trop dessus, c'est jamais trop fun, mais nous, enfin, qu'on est un peu dedans, on le voit. Et encore, même en tant que préparateur physique, moi, c'était quelque chose qui était très, très difficile à imposer parce on avait un public presque moins réceptif à la préparation physique cette année que les années précédentes, puisque c'est des gens qui n'ont pas fait de hand depuis longtemps et qu'il a fallu, dans beaucoup de clubs et dans beaucoup d'équipes, encore chercher pour les motiver à reprendre. Il fallait être très attractif dès le début pour donner un peu envie à tout le monde de se réengager dans l'investissement que ce sport demande, quoi que ce soit, enfin à n'importe quel niveau. Donc en fait, c'était compliqué pour tout le monde, et je pense que avec un public peut-être un peu moins réceptif ou qu'on peut moins contraindre quand c'est le niveau amateur, forcément, il a vite fallu rentrer dans le compromis. Et malheureusement, le compromis, le corps, il n'accepte pas, quoi. Il n'aime pas, Et oui, bien sûr. oui, donc du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Bref. C'est vrai que donc du coup, dans les différents items qui ont été proposés, pour la prévention des blessures, il y en a 6, mais avant tout, il faut penser que le handball, c'est donc principalement un sport d'appui, un sport explosif et un sport d'appui. Et ce n'est pas pour rien qu'on est un vieux handballeur passé 30 ans, c'est que c'est un sport qui n'est pas fait pour nous, quoi. On n'est pas fait pour ça, mais c'est un sport qui est fun et qu'on adore tous ici présents. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est d'essayer de le faire sans se blesser, c'est intéressant. Mais malgré tout, ça reste quand même un sport qui est traumatisant. C'est un sport qui se fait sur un terrain dur, qui se fait sur les appuis, et notre corps n'est pas fait pour fonctionner latéralement. Et en explosif, on est très bon, nous, dans l'endurance, en ligne droite, dans la montagne, les sports de trail, d'endurance, d'ultra trail. L'humain est fort là-dedans et a été designé pour ça. On bat quasiment tous les animaux à l'endurance, mais pas en explosivité et pas en déplacements latéraux. On n'est pas très bon là-dedans. Donc forcément, ça n'a pas été trop designé pour ça à la base. Et alors, c'est pour ça c'est pour ça que, vu qu'à la base, on n'est pas trop fait pour faire ça et qu'on n'est pas trop performant là-dedans, forcément, chaque année, tous les 5 ans, il y a un peu des modes de préparation physique, tout ça, parce qu'il n'y a pas une seule façon de le faire bien. Puisque déjà, rien qu'à la base, le hand, le foot, le basket, ce n'est pas hyper programmé pour nous, quoi. Un sport qu'on ne peut quasiment plus faire en étant performant à 35 ans, ce n'est pas un sport qui est fait pour nous. Mais, et toute la passion que je mets là-dedans, c'est d'essayer de trouver un compromis, quelque chose qui va marcher, ou en tout cas un programme qui marche pour qu'on puisse le faire en essayant d'optimiser tout ça. Et alors, du coup, dans les items qui sont proposés, en premier, voilà,
tu mets le surentraînement. Je trouve ça intéressant parce que, et encore, c'est encore large parce que le surentraînement au niveau amateur, c'est plutôt rare. Le surentraînement au niveau pro, on va l'avoir. En tout cas, la sursollicitation avec des fois des 3 matchs par semaine, puis des entraînements tous les jours. Oui, on est dans l'excès total, Oui, on l'a vu évidemment. dans certaines, si je peux me permettre, dans certains groupes pro dont on a parlé tous les deux, où effectivement, Voilà. on a eu ce qu'on appelle des blessures en cascade. Et quand on parle de blessures, il y a ça part, on va dire, des simples élongations à comme on a dit, entre guillemets, la rupture des croisés, quoi. Voilà. Et là, malheureusement, pour ça, en tant que préparateur physique, il n'y a rien à faire. Parce que Ok. le surentraînement, on est à l'excès. On est trop loin. Et donc, la préparation physique, c'est rajouter des choses pour protéger, pour renforcer. Mais là, rajouter, on ne peut pas rajouter, tu vois. C'est trop, il faut un moment du repos et un peu de calme, quoi. Donc, le surentraînement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si on le… Tu vois, alors après, on va pallier. Alors là, ça va être plus, tu vois, la récup, hein, avec les Bien sûr. kinés, avec, voilà, on va plus travailler là-dedans. Mais là, si on parle de préparation physique, en tout cas, euh, pour le milieu amateur, le surentraînement, en fait, il va se voir dans l'enchaînement métier-sport. On Ok. n'est pas, on peut pas exiger de la même chose de quelqu'un, tu vois, par exemple, je vais l'exemple à l'époque en N2 d'un couvreur zingueur, tu vois. Le mec, il était toute la journée sur des toits en train de déplacer des tuiles et tout, en plein soleil, à se lever à 6 heures du mat pour faire ça. Puis le soir, il fallait qu'il aille en entraînement. En plus, avec un niveau d'exigence assez élevé, en N2 masculin, c'est déjà pas mal. Et puis encore, courir, sauter, tirer. Enfin, tu vois, vraiment, là, on était presque on était dans le surmenage, en tout cas, Bien du sûr. corps. Et avec lui, on était un peu dans cette nuance-là d'essayer de trouver des compromis, de faire en sorte que ça marche. Donc, le surentraînement, en fait, au niveau du milieu amateur, il va être plus un petit peu là-dedans, tu vois, dans ce que le physique il peut absorber. Souvent, le surentraînement, comme il peut être, la surcharge, comme elle peut être interprétée, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge mentale d'un travail qui nous prend beaucoup et après, sportivement, tu vois, on n'est pas tellement dispo mentalement, ça joue aussi, parce que si on n'est pas dispo mentalement pour s'appliquer à faire les choses bien, il y a une perte de vigilance qui va aussi entraîner, tu vois, un risque de blessure. Et qui peut Donc créer ça, même des c'est tensions mentalement, si je peux me permettre aussi, quoi. C'est aussi voilà, possible. ça c'est plus personnel, tu vois. Bien Et sûr. je pense que ça fait plutôt appel à l'intelligence propre du joueur qui Ok. va discuter en début de saison avec les entraîneurs, les préparateurs physiques et le staff, tu vois, le président ou le bureau, pour peut-être décider de remplacer un entraînement par autre chose, tu vois, pour ne pas peut-être tomber là-dedans. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Il ne s'agit pas de tomber dans quelque chose de trop mou parce que ne pas s'entraîner assez, c'est aussi s'exposer à un risque de blessure. Donc, il faut aussi voilà, être dans le compromis là-dedans. Donc, c'est assez difficile, tu vois, de répondre à cette question. Et je pense que c'est vraiment du cas par cas. Tu vois, quelqu'un qui a un boulot, je sais pas, un comptable, par exemple, qui a un boulot, un expert comptable qui a un boulot de dingue, tu vois, mais qui est quand même sur un bureau toute la journée, on peut comprendre qu'il soit peut-être moins dispo le soir, 3 fois par semaine pour s'entraîner. Mais quelque part, il y a quand même une exigence physique qu'il est obligé d'avoir. Donc, il faudra au moins, s'il enlève un entraînement pour être plus frais aux deux autres, c'est peut-être tout bénef pour tout le monde, tu vois, qu'il soit plus dans la fraîcheur sur ces deux entraînements et son match plutôt que de tirer sur la corde et d'être complètement claqué. Mais il faut quand même s'entraîner 3 fois par semaine, tu vois. En dessous, c'est quand même s'exposer à un risque. Et cet entraînement qui fait supprimer, il faut qu'il le remplace chez lui par une petite séance de muscu ou tu vois, une petite séance de fractionné qu'il va faire à la maison. On peut faire des petites choses simples, tu vois, on l'a déjà évoqué avec les travails à l'élastique, des choses comme ça. Mais il faut alors être dans un compromis en bonne intelligence, quoi. C'est D'accord. souvent plus faisable avec les joueurs avec un peu plus de maturité, évidemment. Euh, Évidemment, et ça rebondit un peu sur ça, c'est le matériel inadapté en deuxième. Mais par matériel inadapté, j'entends matériel de musculation, tu vois, inadapté dans la préparation physique. Et matériel inadapté, j'entends aussi exercice inadapté. Est-ce qu'on parlait aussi, par exemple, des autres numéros d'Objectif Hand, ou quand on parlait tous les deux par rapport au fait que certains poussent trop de fonte, ou ouais, sur Instagram, si je peux me permettre, sans faire une mauvaise pub, que voilà, les grands joueurs d'Elohim prend du d'autres poussent de la fonte matin, midi et soir, ils se disent voilà, on aimerait faire la même chose. En plus, toi, tu as déjà été confronté à ce cas de figure. Donc, si Oui, je ne dis pas de ouais, bêtises, ouais, bien sûr. je Et pense ce qu'il matériel faut. inadapté, c'est-à-dire en fait, dans la préparation physique d'un sportif amateur, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas explorer toute la préparation physique dont on aurait besoin pour un joueur pro, puisqu'on n'a pas le temps, ou on ne peut pas s'octroyer le temps.
Et donc, du coup, il faut sélectionner, et c'est ce qu'on essaye un peu de faire dans Objectif Hand, de sélectionner un peu les choses qui me paraissent Mhm. importantes. Quelqu'un qui va s'installer un banc de muscu pour muscler ses pectoraux à longueur de temps et faire juste quelques abdos, mais qui les fait 5 fois par semaine avec une rigueur implacable, bon, bah, il Mhm. est à côté de la plaque, il perd un temps fou pour quelque chose qui est inadapté, puisque ce matériel est inadapté et cet exercice est inadapté à la bonne pratique de son sport, puisque typiquement, celui qui va faire du développé couché ou des pompes toute la semaine va s'exposer à un risque. Alors, le risque numéro un, c'est la tendinite du long biceps, là, l'insertion de la coiffe des rotateurs devant, que tous les handballeurs connaissent, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à lever le bras comme ça. Mhm. Mais du coup, on se met à faire des tirs à la hanche, là, comme ça, parce que du coup, ça tire ici. Ça, c'est vraiment typique. Et le problème, c'est que c'est un souci d'entraîneur, ça aussi. Parce que la plupart du temps, bah, qui c'est qui fait faire des pompes à chaque tir loupé? C'est les Oui. entraîneurs. Et si la seule préparation physique qu'ils ont, et la seule un peu muscu haut du corps, c'est de faire des pompes, ça va entraîner typiquement ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais c'est vrai que voilà, s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait, même si on ne le fait pas beaucoup, même si on fait un peu de prépa physique, tu vois, intégrer de temps en temps, on peut en faire, même à 2 entraînements par semaine, on peut faire un peu de physique, Mhm. mais qu'est-ce qu'on fait? Si on fait juste des pompes, non, il vaut mieux rien faire. D'accord. Mais par contre, si on a investi dans un petit élastique pour muscler les fixateurs d'épaule derrière, qu'on fait un petit peu d'abdominaux un peu logique, et encore, les abdos, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Quand on a un public typiquement de pré-national, je vais dire féminin, avec la moitié des filles qui sont déjà mamans, Oui. faire des abdos intelligemment et pour éviter de créer une pression dingue sur le périnée, et donc du coup que les pauvres, à chaque fois qu'elles tirent en extension, bah, elles ont l'impression que leur périnée ne va pas tenir. Bah, c'est aussi une forme d'intelligence et de matériel inadapté, en tout cas d'exercice inadapté au public qu'on a en face de nous, puisque il faut aussi prendre ça en ligne de compte. On va moins avoir peut-être la problématique, c'est une équipe de masculin, on peut se permettre d'autres choses. Mais en tout Mhm. cas, voilà, typiquement, c'est le genre de choses, quoi. Et des choses aussi simples que faire des abdos ou du gainage, bon, bah, on peut se renseigner déjà à des choses. Alors, c'est un peu plus à la mode, les abdominaux hypopressifs pour les femmes, mais c'est une des modes qui, pour le coup, est quand même bonne à prendre, tu vois. D'accord. Ensuite, on parlait de trop de charge dans le troisième item, l'excès de charge. Alors, l'excès de charge, euh, c'est un peu difficile Mhm. de comprendre ce que ça veut dire, parce que par excès de charge, en général, chez un handballeur, on voit plutôt le poids, en fait, quelqu'un qui a pris du poids. Euh, je ne pense pas que c'est aussi facile de réduire ça à ça, parce que le poids, les handballeurs, par définition, en général, sont plutôt costauds. C'est une activité qui est explosive, donc qui fait fonctionner énormément le système anaérobie des muscles, donc qui Oui. fonctionne au sucre, donc avoir une tendance à avoir des muscles plutôt volumineux qui se gorgent de sucre, et un environnement aussi propice à ça, une prise de réserve, donc un petit peu de gras. Hein. Et puis D'accord. même les handballeurs de haut niveau, quand on les voit, souvent ils sont quand même costauds, quoi. C'est pas des filiformes tout secs. C'est un sport qui favorise ça. C'est pas un sport d'endurance, c'est pas du marathon, d'accord, C'est où on très va important que tu le soulignes, Julien, parce que c'est justement l'erreur qu'on fait des fois sur la préparation de certains joueurs, joueuses, effectivement, quoi. Que ce soit au niveau des entraîneurs qui abordent ce sujet un peu, enfin dire, de la mauvaise façon, ou les joueurs, joueuses qui, oui, préparation individuelle, confondent un il y a peu un les. peu, voilà, il y a un peu cette obsession des fois de il faut faire maigrir et tout machin. Attention, faire un régime qui fait perdre plus que 2 kilos par mois fait perdre de la masse musculaire. C'est obligatoire. On ne peut pas faire Ok, autrement. Le corps ne peut pas métaboliser plus que 500 grammes de graisse par semaine, quoi. Donc, si on a perdu et encore c'est énorme, si on a perdu plus de 2 kilos en un mois, il faut estimer que la moitié, c'est du muscle et de la flotte. d'accord. Donc, à partir de là, on s'expose à un risque puisqu'on se met à fondre musculairement parlant. Et si on fond musculairement parlant, ben, on est moins stable et on est exposé plus au risque de blessure, on le sait. Donc, il faut faire attention. Quelqu'un qui est un peu costaud, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, il faut muscler, quoi. Il faut stabiliser, il faut renforcer, il faut muscler. C'est possible et ce n'est pas un problème, mais c'est plus dur, c'est sûr. Enfin, il faut soulever plus de charges. Donc, par définition, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour moi, ce n'est pas tant un souci que ça. Par contre, quelqu'un qui a pris du poids et qui a perdu du muscle, pour moi, c'est un vrai danger, par contre. Parce que du coup, ben, les articulations sont moins maintenues, parce qu'il y a une fonte musculaire, un relâchement un peu général. Et on a rajouté en plus du poids par-dessus. Donc, du coup, bah, toute la
tout l'édifice va tanguer beaucoup plus dangereusement et ça va être plus risqué. Donc, c'est plus ça, en fait. C'est plus la fonte musculaire, moi, qui va me poser un problème que la réelle prise de poids, en fait. Et on peut parler donc du post-Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids pendant l'année et demie Covid, là. Je confirme. Mais ça, c'est un petit peu général. Mais par contre, ce qui me gêne là-dedans, ce n'est pas tellement la prise de poids, c'est la perte de masse musculaire, en fait. Et celle-ci, elle est plus dangereuse. Donc, quelqu'un qui a pris trop de poids, bon, c'est vrai qu'on peut penser à maigrir un petit peu, c'est intéressant, mais il faut le faire intelligemment parce que si en plus, par-dessus le marché, il va nous perdre 10 kilos en 3 mois et le seul muscle qui lui reste, nous le faire fondre complètement, bah là, c'est alerte rouge, c'est dangereux, quoi, vraiment. Il faut se méfier. Il faut le faire bien, quoi. Trop de charges. Après, voilà, il y a juste une petite parenthèse que je voulais évoquer, c'est une petite anecdote. Il y avait une joueuse qui avait des soucis. Je suivais une joueuse qui avait des soucis de post-ligament croisé là, en ostéo. Alors, je l'avais au cabinet, elle, par contre, je ne l'avais pas en prépa physique, mais elle faisait du hand. Et elle s'entraînait avec un gars qui leur faisait faire de la préparation physique très costaud et tout. Et elle était ailière. Et donc, du coup, il la mettait à l'aile. Et je ne sais pas si c'était la mode, à un moment, des gilets lestés. Oui. Ah, tu vois, ces gilets lestés, là, tu peux rajouter là, énormément de lest. Alors, du coup, il lui faisait faire des tirs et des tirs et des tirs à l'aile avec ce gilet lesté pour améliorer ses appuis et tout. Mais ça, typiquement, c'est hyper dangereux. C'est un truc qu'il ne faut pas faire, vraiment pas faire. On ne peut pas faire de gestes techniques de hand avec des lestes. Parce qu'il faut bien se dire que dans les muscles et dans les tendons musculaires, dans la capsule articulaire, c'est là où il y a tous les capteurs de la proprioception. Et donc, du coup, tous ces capteurs vont donner au cerveau des informations précises sur la position de l'articulation dans l'espace, sur les contraintes qu'il y a à apporter, et donc, du coup, une réponse adaptée à ça. Et si le corps il commence à se caler sur un poids du corps, tu vois, qui est faussé par un gilet lesté, sur les gestes, tout ça, et ben du coup, tout ce qu'il enregistre comme information et comme réponse automatique qu'il va donner à la proprioception, et ben, elles vont commencer à être faussées aussi. Et donc, du coup, il y a un risque déjà de blessure énorme pendant cet exercice-là, bon, qui semble un peu débile, certes, mais voilà, qui existe. Et après, il y a aussi un énorme risque de blessure en match, parce que du coup, ou à l'entraînement de hand, parce que du coup, ce geste qu'on commence à avoir l'habitude de faire avec ce gilet lesté, et ben en fait, donne une mauvaise interprétation de la proprioception, tu vois, des articulations, et donc du coup, expose aussi encore un risque de blessure. Voilà. Typiquement, ce genre de truc, tu vois, quand on parle de trop de charge, ça ne marche pas, c'est pas bien. On peut utiliser les gilets lestés, et ça se fait beaucoup, tu vois, avec des barres de squat, des choses comme ça, pour essayer de développer l'explosivité, notamment. Ça marche bien, mais pas dans un geste technique. C'est des sauts simples, tu vois, qu'il faut faire, des sauts sur des bancs ou des machins, des trucs comme ça. Mais pas, tu ne te verrais pas faire un droite-gauche-droite à un contre un avec une barre au-dessus des épaules. Enfin, ton genou, il part à droite, quoi, et ta cheville à gauche. Donc, voilà, ça paraît plutôt logique. Mais ça, voilà, c'est juste une petite parenthèse. J'espère que personne ne fait ça, mais en tout cas, ça existe, je l'ai entendu et c'est une mauvaise idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du coup la mauvaise technique dans le geste. Alors, la mauvaise technique, en vérité, j'ai envie de dire, c'est plutôt la bonne technique, tu vois, qui va avoir tendance à donner des blessures. Parce que celui qui a une mauvaise technique, en général, tu vois, un débutant, c'est rare qu'il se blesse. D'accord. Parce qu'il se protège, tu vois, par définition. Tu vois un débutant jouer, quelqu'un en loisir, tu vois, qui n'a jamais fait de hand, qui vient pour s'amuser et tout. C'est rare qu'il se blesse parce que tu sais, ils font des gestes qui sont tellement protégés. Tu sais, ils n'osent pas aller trop loin avec le bras. Ils sont vite déséquilibrés, ils perdent leur équilibre. Dès qu'il y a un peu un contact, ils n'y vont pas, tu vois. Parce que voilà, parce que tu as peur, tu sens que tu tombes, tu sors un peu de ta zone de confort dans ton équilibre habituel, ton bras pareil, puis tu vas tirer un peu plus protégé. Là, tu ne peux pas trop te blesser, tu vois. D'accord. Mais par contre, quand tu commences à développer une technique en déséquilibre, tu vois, tu sautes, tu engages très fort ton épaule, très très loin, avec un geste qui est très fouetté, tu vois, avec une belle technique, une chaîne polyarticulaire dans le mouvement et dans le geste, une vraie belle technique de déplacement aussi,
qui nécessitent du coup des appuis qui sont performants, tu vois, avec des changements de course très brutaux comme ça, où tu passes de droite à gauche sur tes appuis, tes chevilles, tes hanches et tout. Ça sollicite énormément le corps, tu vois. Mais par contre, quelqu'un qui est un peu plan-plan sur le terrain, qui n'a pas une technique de dingue et qui est pas foufou dans sa façon de faire tout ça, il se blessera pas trop, tu vois. Et donc, du coup, c'est plutôt plus quelqu'un va vers la bonne technique, plus il a besoin d'une vraie protection, tu vois, sur son corps pour pouvoir l'encaisser, cette technique-là. Parce que, comme on a dit au tout début, avant tout, c'est le hand qui blesse. Et donc, du coup, quand on commence à faire du vrai hand, à être un vrai bon handballeur, là, on commence à s'abîmer, quoi. Et c'est là que ça nécessite à être un peu plus pris en charge. En général, quelqu'un qui a une bonne technique et qui commence à en avoir une dite mauvaise, Mhm. c'est souvent qui commence à agir par protection. Tu vois, on parlait avant de quelqu'un qui a un armé du bras qui est exceptionnel et qui du jour au lendemain commence à faire plus que des tirs avec le coude collé au corps parce que tu vois, quand il lève le bras, ça lui fait mal. Ben, Oui. ça, c'est plus le témoin en fait d'une gêne ou de quelque chose peut-être qu'il n'exprime pas directement ou tu vas te dire, tiens, c'est bizarre, lui, d'habitude, il fait bien pour comment ça se fait, et puis tu discutes avec lui, et puis il te dit, ouais, mais c'est vrai, mais quand je le fais, ça commence à me faire mal, quoi. Et c'est là où, du coup, ça met un peu la puce à l'oreille de se dire, tiens, c'est plutôt la technique qui devient un peu mauvaise, alors qu'elle était bonne avant. On se dit, Oui. tiens, il l'encaisse moins bien. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant. Mais c'est plus un symptôme, tu vois, que la cause de son problème. Et en général, tous les défauts techniques, même en défense, tu vois, quelqu'un qui va défendre systématiquement avec un genou devant, un genou derrière. Tu vois, Oui. deux profils un peu. Et bien ça, c'est toujours des gens qui protègent le genou qui est derrière. Tu vois, Ok. une mauvaise récupération de croisée avec un entraîneur qui n'a pas été très pointilleux sur la manière dont on l'a obligé à se remettre au handball, tu vois, juste, et ben ça donne ça donne des réflexes de courbe un peu particulières dans l'attaque, tu vois, ça donne des positions justement de défense où on vient protéger un peu ce genou et on se met un peu de profil en compromis. Ça, c'est un symptôme, tu vois. C'est le symptôme d'une peur, d'une crainte. Il faut le corriger parce que le problème, c'est que si tu fais ça et tu le laisses trop s'installer, eh ben, tu surcharges de l'autre côté et tu risques d'avoir des blessures de compensation. Et ce que je te demandé justement, s'il y avait un risque pour l'intégrité physique d'une personne justement qui a entre guillemets ce réflexe quoi, préprogrammé comme tu dis quoi. Oui, parce que, alors en vrai, pas trop, parce que si tu veux, quand tu les vois défendre, dès que le contact il devient un peu franc, ils laissent passer en général ces gens-là, parce qu'ils sont dans l'appréhension, tu vois. Ils n'osent pas venir prendre et encaisser, tu vois, un petit peu dur ou voilà. Mais c'est plus un petit peu une déprogrammation qu'il faut arriver à faire dans le cerveau avec un travail mi-rééducation, mi-handball. Là, c'est particulier parce qu'il faut un kiné, tu vois, ou un préparateur physique qui connaît vraiment le hand et qui va pouvoir avoir l'opportunité, alors on n'a pas tout le temps le cas, mais de le prendre en individuel sur des exercices de hand en spécifique. Tu vois, tu D'accord. vas exprès créer des situations et toi, tu vas le corriger, pas d'une manière technique, mais tu vas le corriger dans ses appuis, tu vas le corriger dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que, par exemple, à la reprise d'un ligament croisé, je te donne l'exemple, on va dire, numéro un, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, mais c'est valable pour toutes on va dire, les pathologies qui nécessitent un arrêt long et qui va certainement créer de l'appréhension après. C'est jamais une bonne idée de reprendre par le handball une fois que tu as fini ta prépa physique. Parce qu'ils vont avoir une longue prépa physique, ça va durer 6 mois, etc. On connaît, kiné, nanana. Et puis après, le kiné donne le feu vert, le chirurgien il donne le feu vert, et on te dit, tu viens à l'entraînement et tu t'entraînes, tu vois. Et puis samedi, il y a un match. Sauf que ça marche jamais, ça, tu vois. Ah, Euh, il faut- Ils se sont préparés physiquement à avoir un genou qui tient la route. Mais ils ne se sont pas préparés physiquement à avoir un genou qui sait faire du handball, tu vois. Sauf que la blessure, elle s'est passée dans du hand, souvent. Et le problème, c'est que ça, il faut rééduquer les appuis. Il faut rééduquer surtout la confiance qu'on a dans ce genou, tu vois. Et souvent, c'est que ça le problème. Parce qu'après une bonne prépa physique pendant 6 mois, une bonne rééducation, le genou, il est performant, ça marche. Mais il y a une appréhension tellement dingue que le joueur, il va se mettre dans les défenses. Et si tu le mets dans du handball, il va devenir expert de sa propre compensation en trouvant des compromis. On parlait de la défense, on parlait, voilà.
Ou alors avoir typiquement un contraint qui devient stéréotypé, tu vois. Il fait toujours le même pour pas que le genou, tu vois, qui a été blessé, se fasse mal et tout ça. Et donc, du coup, pour ça, il faut recréer du travail d'appui, mais sans le handball. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de redémarrer par des sports, badminton, squash, tu vois, pendant quelques semaines, où tu t'amuses en tant que préparateur physique à envoyer la balle à droite, à gauche et l'obliger à contrôler ses appuis à partir d'une explosivité à droite ou à gauche et à reprendre un peu de fun dans un sport un peu marrant, en tout cas plus marrant que de faire du vélo dans son appart, tu vois, Ouais. et redécouvrir ses appuis dans un sport qu'on ne connaît pas, ou en tout cas qu'on connaît beaucoup moins que le hand. Et donc, du coup, il y a moins cet effet d'appréhension parce que le corps n'est pas automatisé, tu vois, là-dedans. Et donc, du coup, on commence à prendre confiance dans un sport comme celui-ci, 2, 3 semaines, tu vois, et après, tout doucement, on revient au hand avec une surveillance. Il faut que le gars qui ait fait ça avec le joueur l'observe et décortique un peu les mouvements, vérifier qu'il n'y a pas de phénomène de compensation qui se met en place comme ça, mais en général, ça marche bien. Ouais. Enfin bref, on déborde un petit peu. Mais voilà, c'était pour la mauvaise technique, c'était pour parler de ça, quoi. Non, mais des fois, je pense Euh, qu'il est aussi important des fois d'évoquer les mauvaises aptitudes pour pouvoir les corriger justement, comme tu le disais, en off, bah oui. etc. Et justement, pour pouvoir justement après apporter une réponse adaptée, justement, parce que je sais que la plupart des personnes viennent souvent nous dire aux entraîneurs ou à d'autres, effectivement, on a des blessures, on est un peu, on sait pas trop quoi faire, si on doit reprendre tout de suite, si on reprend par tel Non, sport. ouais, ouais. Il Je faut sais que jamais. toi, par Après, exemple, petite parenthèse, je sais que toi, tu avais, par exemple, pour tes filles de Alkirch, en N1, tu leur avais fait faire d'autres sports, du badminton, du rugby, tu m'as dit, ou ce genre de choses, quoi, pour travailler oui, justement. alors ça c'était plus tu vois, on avait dû beaucoup s'adapter à cette période Covid, là, voilà. Et du coup, le mois de juin, on pouvait s'entraîner. Mais le problème, c'est que le mois de juin, on n'a pas sauté sur le handball. On en avait parlé à l'époque, tu vois. On n'a Tout à pas fait. sauté sur le handball alors qu'elle brûlait d'envie. Et nous aussi, on brûlait d'envie de faire ça, tu vois. Mais il a fallu se frustrer et se dire non, c'est pas raisonnable. Parce que si on prenait part du hand là, c'était dangereux. Surtout avec des filles en N1 qui ont une technique quand même, tu vois. Tu leur mets Mhm. une balle entre les mains, elles font du hand. Elles peuvent pas jouer un peu, tu vois. Elles jouent normal. D'accord. Et donc, du coup, j'avais décidé de travailler gentiment après une phase. Tu vois, on a fait 2, 3 semaines un peu de sport normal, de prépa un peu normal. Il fallait quand même mettre un peu de fun, tu vois, là-dedans, parce que c'était pas de la prépa physique du mois d'été. Donc, il fallait qu'on se retrouve et qu'on associe un peu le côté sympa de la reprise à quelque chose de pas non plus trop dégueulasse. On n'était pas en plein mois d'août en train de se taper toute la prépa qu'on connaît, quoi. Et donc, du coup, on avait fait un peu de basket, un peu de volley, des choses comme ça, pour justement se remettre gentiment dans les appuis, mais dans des sports qu'on connaît moins et qui vont être moins engageants. C'est pas que le basket est moins traumatisant que le hand, bien au contraire, tu vois. C'est même peut-être un peu pire, je pense. D'accord. Mais le basket que elle faisait était beaucoup Oui. moins traumatisant, tu vois, que le hand que elles font. Tu Ouais. vois, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, dans la liste que tu avais mis, alors je vais les mettre ensemble, tu vois, c'est mauvaise nutrition et le manque de sommeil. On va parler de l'hygiène de vie, tu vois, à côté, en fait, en vérité. Tout à fait. Euh, Évidemment, sur du sport amateur, ça a moins d'impact, ça, c'est sûr. Mais ça en a quand même. Et le manque de sommeil, bah, c'est sûr, il y a une fatigue générale, et on en parlait avant, c'est ce manque de vigilance, en fait. Et c'est le manque de vigilance qui est dangereux. Donc ça, il faut faire attention, c'est sûr. Maintenant, c'est une règle de vie générale. C'est pas que de la prépa physique de handball, c'est pour tout, hein. Il faut bien dormir pour être en bonne santé. Ça, t'as pas besoin de chercher midi à 14 heures, quoi. La mauvaise nutrition, en général, ce qu'elle peut enclencher, c'est beaucoup des risques de tendinite, par contre. Et notamment, tu vois, les pubalgies ou les tendinites du tendon d'Achille. Pubalgie, c'est les tendinites des adducteurs. Ouais. C'est fréquent en fait parce que les toxines par gravité elles vont descendre, donc on évite souvent ce phénomène. C'est pas la cause numéro un, mais c'est un facteur non négligeable dans les tendinites du membre inférieur, la- l'alimentation et le manque d'hydratation en fait, tu vois, qui va avec. Mais oui, c'est vrai, hein, il y a des gens qui sont tout minces, mais bon, qui mangent que des bêtises, quoi. Donc, bah, ça, malheureusement, bah, ça va créer des toxines, en fait, qui, par gravité, vont se retrouver dans les tendons du bassin, des genoux, des chevilles, et donc, du coup, qui vont générer une petite inflammation parce qu'ils se font agresser, quoi. Mhm.
Ça, ce qu'on voulait montrer aussi, surtout, c'est que l'hygiène de vie, comme tu dis, de manière globale, que ce soit la nutrition, le sommeil, etc., ou d'autres, peuvent aussi avoir des importances au milieu amateur C'est aussi, quoi, puisque il y a. c'est un facteur non négligeable dans les pathologies. Alors, certaines plus que d'autres, tu vois, on le sait. Je Mhm. pourrais difficilement t'affirmer qu'une mauvaise nutrition entraîne un ligament croisé, tu vois. Oui, Mais ça part quand même, c'est sûr, tu vois. Maintenant, la mauvaise nutrition, tu vois, quelqu'un qui a une pubalgie chronique, on sait en général que c'est un facteur quand même important. C'est difficile de savoir dans quelle proportion ça a une importance, mais ça en a une, c'est sûr, tu vois. Alors, je peux un peu moins me prononcer là-dessus parce que honnêtement, j'ai jamais eu de suivi, tu vois, de nutrition ou sommeil avec les joueuses que j'avais dans le milieu amateur, c'est-à-dire, on va dire N2, N1. mhm. Parce que j'ai essayé, tu vois, d'en parler, mais Oui, clairement, on n'a pas une structure suffisamment sérieuse et professionnelle pour pouvoir se permettre de parler de ça, tu vois. Et je pense que elles sont pas, en tout cas, j'avais pas un public qui était prêt à trop l'entendre. Et puis clairement, les soirées après match où on a un sponsor principal, Alkirch, que tu connais bien, qui est une pizzeria, oui. on se retrouvait après chaque match là-bas. C'était très difficile pour moi d'imposer à tout le monde de prendre une salade ou quelque chose comme ça. Donc en général, Oui. ça finissait en cordon bleu, sauce champignon. Et puis voilà, qu'est-ce que tu Ouais, veux que je te dise? Bon, c'est ouais. aussi À part nous, bien quelque sûr. part. Ouais. Mais après, en même temps, c'est vrai que voilà, on peut faire une liste vraiment très rigide de Mhm. ce qu'il faudrait faire. Et encore, je sais même pas si ça nous garantirait ça nous garantit pas 100% de risque en moins. Il faut quand même garder un peu de fun. On fait du hand Oui, pour s'amuser, tu vois. Il faut pas non plus consacrer sa vie à la préparation physique et du handball. Mais maintenant, en prendre un peu conscience, c'est important. Malgré tout, c'est un sport qui nous abîme, c'est sûr, mais il faut essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux, comme on l'a dit au début, quoi. bien Et sûr. la nutrition en fait partie, mais la nutrition, elle va être importante sur quelqu'un surtout qui a envie de performer, tu vois. Et, on aura un discours qui sera beaucoup plus entendable, tu vois, sur quelqu'un qui a des ambitions vraiment personnelles. C'est moins le cas dans le milieu amateur, quoi. Donc, D'accord. Mhm. Mais quand même à surveiller, quoi, si j'ai bien compris la euh, globalité de tes propos, si tu quoi. Quand veux, même à surveiller un minimum, là où quoi. je vais chipoter un peu sur la nutrition, tu vois, le sommeil et tout, c'est vraiment dans des affections chroniques de tendinite, tu vois, où vraiment on a du mal où là Mhm. vraiment on sait que ça peut être un facteur et il faut il faut vraiment qu'on investigue toutes les sphères pour pouvoir être efficace. Là, c'est plus mon travail un peu d'ostéo, on va dire, tu vois, dans D'accord. l'approche qui va jouer. Mais en tant que prépa physique, bon, ceux qui s'y intéressent, je trouve ça super. Maintenant, attention, tu vois, on a aussi joué à l'époque contre l'équipe de Metz, Mhm. donc que des gamines en centre de formation et dont une grande partie qui faisait un petit peu le pont entre l'équipe 1 et l'équipe Oui. 2. Ils avaient un gros sponsor, c'était Sodebo, Oui. tu vois. Oui, Et bien donc, sûr. du coup, ils arrivent à Alkirch le soir, tu vois, je ne sais pas quelle heure il était, mais genre à 1h30 avant le match. Ils ont demandé qu'on leur apporte 3 micro-ondes parce il leur a fait manger à toutes des box de pâtes Sodebo, tu vois, avant le match pour être en forme, nutrition tip top et tout. Bon, je précise à nos internautes qui nous écoutent, on ne fait pas de la mauvaise pub, hein, c'est juste une Non, pas petite du info. tout, mais c'est pour Non, dire, je préfère préciser. tu vois, nutritivement, ça n'avait aucun Oui. sens, tu vois, en plus. Euh, Mhm. c'était, c'était un peu IRL. Et là, voilà, la nutrition, là, le sponsoring s'introduisait dans la nutrition. Donc, bon, tu vois, ça te mettait un peu des Oui. choses qui sont pas trop cohérentes. Donc, après, la nutrition, oui. Maintenant, c'est aussi un vaste sujet et il faudrait carrément faire venir un nutritionniste, tu vois, top du top. Et encore, tu vois, ils se contredisent et chacun dit un peu autre chose. Donc, très difficile comme sujet, Je vois. très Oui. difficile. Tu vois, la Non, preuve, c'est que même dans du haut niveau, des filles qui sont prises dans un centre de formation vraiment béton, il y a Mhm. des petites incohérences comme ça, nutritionnelles, on ne comprend pas trop. En tout cas, que moi, je ne comprends pas trop. Donc, certainement, tu vois qu'il y a une vision de l'un et de l'autre, tu vois, qui se confrontent un petit peu. Et donc, on n'est pas dans un consensus. Donc, c'est pour montrer que on n'est pas dans quelque chose, tu vois, de général où on peut facilement donner des conseils qui sont applicables à tout le monde parce que, tu vois, il y en a qui vont peut-être pas être trop d'accord, quoi. Je Donc, vois. voilà, c'est un sujet super intéressant, mais un peu touchy, quoi. Je vois, ouais. On Mhm. ne sait pas Donc, tu trop penses que, comment sans vouloir l'aborder. être mauvaise langue, mettre entre guillemets bon, un protocole en place pour ce genre de problématique en termes de nutrition et tout ça, quoi, dans le milieu amateur, ce n'est pas forcément Non, je pense pas. nécessaire, quoi.
Comme Non, on parlait avant tous les deux du protocole, vraiment tout ce qui est préparation physique, pour ce qui est blessure, tout ça, vraiment des protocoles en place, mais pour ce qui est la partie, on va dire, nutrition, ce n'est pas forcément adapté. oui, pas plus en tout cas que la vie de tous les jours pour se sentir bien dans ses baskets. Enfin, tu vois, voilà, D'accord. c'est du bon sens, quoi. Voilà. Ok, je vois, parfait. Au niveau des problématiques, là, tu les as toutes Ouais, on a tout balayé, c'est bien. D'accord, parfait. Voilà. Donc là, je regarde le chat. Donc, bon, je vois des personnes très, très attentives. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Donc, Julien se fera un plaisir Je te de… demande juste une petite seconde, je vais brancher Oui, mon téléphone parce que je me oui. rends compte que j'ai plus beaucoup de batterie, j'aimerais pas qu'on se fasse Non, couper. je Une t'en petite prie. seconde, j'arrive tout de Ouais, suite. vas-y, vas-y. Voilà. Donc, le temps que Julien s'occupe de ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Vous pouvez les poser. Il y répondra avec plaisir. Surtout qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, voilà. S'il y a des petits sujets sur lesquels vous aimeriez qu'ils reviennent, etc., ou d'autres choses, hein, n'hésitez pas. Et me revoilà. Voilà, Excuse-moi. on t'a retrouvé. Et le squelette est toujours bien derrière, donc lui, il n'a Le pas bougé. squelette est toujours bien derrière. Petite blagounette. Ouais, donc je vais demander au chat hein, s'ils avaient des petites questions à poser. Donc pour l'instant, ils ont soit timides, soit très très sages, mais bon, c'est parfait. Moi, Mais sinon, j'ai c'est deux, trois bien. petites questions à te poser. Ah, première question, donc je vais te la lire, donc si tu veux, donc de Lionel. Donc merci à Lionel de nous poser cette question. Quelles sont les blessures les plus fréquentes au hand? Et pas de souci, si vous êtes arrivé en retard, il n'y a aucun problème. Donc voilà, déjà une première question, les blessures les plus fréquentes en handball. Donc Ah, les ça, on en a déjà blessures les parlé, plus mais fréquentes. vas-y. Ouais, les blessures les plus fréquentes dans le hand, en tout cas, ça va pas du tout se baser sur des recherches scientifiques, ce que je vais te dire, mais plus un peu parce que moi, j'ai l'impression de voir. Mhm. Mais c'est les genoux, les épaules, principalement. Hors traumatisme, je veux dire. En général, ce qu'il y a de fréquent chez les handballeurs, c'est les lésions de l'épaule en avant. Donc, certains tendons, une petite tendinite ou les désinsertions, enfin, les luxations du tendon du long biceps, c'est typique. Et après, évidemment, le ligament croisé, les tendinites sur le genou, quoi, c'est fréquent. Alors après, ça dépend aussi un petit peu de l'âge et tout. Évidemment, les entorses de la cheville, mais bon, voilà, ça c'est aussi numéro un. Mais la prévention, en tout cas, que moi je vise en tant que prépa Mhm. physique, c'est genou, cheville, épaule, quoi. D'accord, très bien. Ouais. Ensuite, on a une autre question donc, de Léa et Chloé, même Chloé, qui demande comment tu conseilles de s'échauffer avant un entraînement pour limiter au maximum les blessures. Sachez que c'est un sujet Euh, qui te passionne, on a ouais, discuté de quoi, puisqu'il y a tellement de formes que certains entraîneurs ou préparateurs physiques font avant les entraînements, tu te rappelles? Bon. mais oui, il y a beaucoup de choses. Après, je pense que ce qui est intéressant pour un préparateur physique ou pour un entraîneur, c'est de donner une trame à ses joueurs Oui. d'un entraînement, par exemple, d'un échauffement qu'il a vu ou qu'il a l'habitude de faire. Et c'est jamais mauvais en général. Là, ce qui est vraiment important dans cette trame qu'on va donner, c'est cette notion de progressif. Il faut démarrer là et pour arriver là en termes d'intensité. On démarre tout petit et il faut qu'à la fin de l'échauffement, on soit à la même intensité qu'au pic d'intensité du match. Euh, Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est 5 minutes de course tranquille. Alors là, ils ont le droit de papoter et tout. Donc, juste tranquille, on papote, machin, on se décrasse un petit peu et ça permet aussi d'optimiser, d'enclencher un peu la lubrification des articulations, tout ça. Ensuite, 5 minutes, j'aime bien faire un peu tout ce qui va être pivot articulaire, de la tête aux pieds, histoire de vraiment un peu réinformer. C'est plus l'idée d'informer en fait les capteurs, tout ça. Donc voilà, ça vous connaissez, c'est un grand classique, hein. Rien d'original et de fun pour l'instant, hein. Mhm. Après, j'aime bien faire 5 minutes aussi de monter un petit peu en… non, d'abord, pardon, je vous dis une bêtise. D'abord, après 5 minutes plutôt de prise en charge perso après ces pivots articulaires. Parce que quelqu'un qui a des antécédents de traumatisme de cheville n'a pas besoin de la même préparation que quelqu'un qui a eu une opération du ligament croisé. Et la personne qui s'est fait un claquage aux ischio-jambiers il y a 3 semaines n'a pas aussi besoin, lui, de la même préparation physique à ce moment-là. L'idéal pour ça, c'est de pouvoir échanger en permanence avec quelqu'un qui peut vous donner des indications. Mais si personnellement, vous le savez déjà que vous avez une Mhm. cheville un peu moisie, juste faire les pivots articulaires et courir un peu, vous savez que ça ne suffira pas.
Donc, du coup, j'aime bien laisser un laps de temps de 5 minutes après, un peu perso, où chacun fait vraiment son truc adapté à soi, quoi. C'est ce que tu Avec, aimerais bien que les joueuses et joueurs font dans le ouais, toi, tu m'avais ça, dit, ouais, c'est pas un secret, mais c'est un le peu terme, mon voilà. grand rêve. C'est un peu mon grand rêve, mais malheureusement, on a un peu de mal à l'avoir. Mais j'aimerais bien, ouais, ce serait bien une forme une forme un petit peu comment dire, de se prendre en charge, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, une autonomie, une prise en S'intéresser à, charge individuelle, quoi, de voilà, s'intéresser à son corps, de répondre à son corps, entre guillemets, ou d'écouter voilà, son corps. Pardon. parce que dans ces, alors je dis 5 minutes, mais en vrai, ça devrait être plus simple. Ah, Mais voilà, c'est un peu pour rendre les choses un peu, voilà. Donc 5 minutes de course tranquille, 5 minutes sur les pivots articulaires, et puis 5 minutes après, spécifique à soi, ce dont on a besoin. Et c'est pas la même chose selon une lésion musculaire, ligamentaire ou quoi. Donc là, voilà. Et ensuite, après, 5 minutes, un peu de montée en puissance, quoi. Le problème, c'est qu'avant, ça, c'est plus un échauffement de match. Donc 5 minutes de montée en puissance avec un peu des talons fesses, genoux poitrine, un peu de sprint pour que le cardio il commence à monter un peu là. Et puis après, on enchaîne sur les échauffements ballon, échauffement du gardien. Et encore une fois, c'est les premières passes qu'on fait ou mhm. les premiers tirs qu'on fait sur le gardien. Le but, c'est pas de mettre un but, quoi. C'est ça Ouais. qu'il faut aussi comprendre. C'est que l'épaule doit aller chercher là où elle ira quand ça ira loin pour vraiment chercher ces amplitudes loin. Ceux qui s'échauffent l'épaule comme ça et qui, au premier tir, nous l'emmènent là, bon, bah, il Oui. n'y a pas de, il y a pas de logique là-dedans. Ouais. Euh, Il y a ça. Et c'est aller explorer vraiment là où l'épaule ira, là où le genou ira, là où la hanche ira, mais c'est de ne pas mettre la puissance. Le curseur de la puissance, c'est tout à la fin qu'on le pousse. Et les gardiens et les tirs sur le gardien, ça doit être précis, mais pas puissant. Ça n'a aucun intérêt de mettre de la puissance. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment important à respecter. Mais par contre, ça doit être crescendo et la dernière minute de l'entraînement, de l'échauffement, il doit être au taquet, quoi, à fond. Mais la première, elle doit être, on devrait avoir l'impression d'avoir une équipe D1 départemental à regarder tellement c'est faible dans l'intensité. Ah, ok. Mais il faut que ça monte très, très fort progressivement. Ça, cette notion de progressivité, elle est importante. Après, dans les échauffements d'entraînement, c'est pas pareil. On ne peut pas s'entraîner pendant une demi-heure. Problème. Il faudrait, mais on ne le fait pas. L'échauffement spécifique dont les joueurs ont besoin, dont on parlait un peu dans ce côté un peu individuel, il doit y avoir une prise en charge personnelle, c'est-à-dire c'est des gens qui doivent venir 10 ou 15 minutes avant l'entraînement Ok. et qui doivent faire leur truc, leur élastique, leur cheville, leurs genoux, ils doivent le faire quoi, eux-mêmes. Et après, voilà, en général, ça dure un petit quart d'heure, mais au moins prendre 10 minutes, au moins 5 quoi. 5 minutes de course tranquille, 5 minutes un peu pivot articulaire, un peu élastique pour les épaules, on muscle un petit peu, on échauffe, quoi. Et après 5 minutes, un peu, soit un jeu, soit un peu monté en puissance, quoi. On peut faire un petit jeu d'échauffement, un truc comme ça. Pour moi, Mhm. c'est vraiment le strict minimum. D'accord, je vois. Ok. Donc, on va continuer. Donc, j'espère que Julien a répondu avec pertinence, mais je n'en doute pas à la Ouais, question. mais je m'étale, hein, vous Non, l'aurez c'est compris, pas. hein. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas, quoi. Et là, pour l'instant, personne n'est Voilà. parti, donc je pense que tu dois répondre. Ensuite, il y a des questions. Il n'y en a pas forcément des masses, mais il y en a vraiment, ce que je trouve vraiment très, très intéressant. Donc, merci au chat. En plus des questions qui vont te paraître. Il y en a même une qui va te faire sourire, en tout cas, moi qui m'a fait sourire. C'est une question de Cyprien que je remercie. Par rapport au matériel inadapté et par rapport aux pompes, il est conseillé de ne plus en faire, c'est une question, ou de faire des pompes sur les genoux ou sur le mur pour ne pas traumatiser. Moi, c'est une question qui m'a un peu fait sourire parce qu'on sait que les pompes, à quel point, voilà. Ouais. Euh, En fait, c'est pas un problème, les pompes, c'est bien, hein, les pompes, il n'y a pas de souci. Donc les Mais pompes, c'est bien. non, les pompes, c'est bien. Mais la musculature de l'épaule, elle doit se voir en 3D. C'est obligatoire. Il faut muscler autant devant que derrière que sur le côté. Je caricature un peu, mais en fait, en gros, c'est ça. Les pompes, ça muscle que devant. Le handball, c'est un sport qui ne muscle quasiment que devant, puisqu'on soit on pousse en défense, soit on tire en attaque. Et donc, du coup, si la seule muscu qu'on fait, c'est encore renforcer devant, tendre, bah, ça ne marche pas, ça déséquilibre. Et l'épaule, c'est une articulation, enfin un groupe d'articulations. L'omoplate n'est que posé sur le grille thoracique. Donc, si je tonifie trop l'avant, l'omoplate s'enroule vers l'avant. Et on reste comme ça. Et l'angle avec lequel fonctionne l'épaule est modifié, crée un frottement, des tendinites et tout ça. Donc, si
on ne fait que des pompes, il faut arrêter les pompes, il faut faire autre chose. Mais si on a une belle musculature dorsale avec une régulière muscu à l'élastique, des choses comme ça, on fait des pompes, il n'y a pas de problème parce que ça va muscler les pectoraux. C'est intéressant à faire quand on est dans une démarche au-delà de la prévention blessure parce que les pectoraux puissants et solides que va apporter les pompes ou le développé couché, ça te permet d'être performant en défense, un peu solide et un peu fort. Mais il ne faut pas faire que ça parce que du coup, le problème, c'est que on sait que ça génère de la tendinite si on fait que ça. Donc les pompes, oui, mais uniquement s'il y a autant de musculature qui est faite derrière et sur le côté, sur les deltoïdes et les fixateurs de l'omoplate. Oui. S'il n'y a que ça, il faut arrêter. Il vaut mieux faire des abdos ou des trucs comme ça. Si, par exemple, après, franchement, vous faites un exercice où vous allez faire 10 ou 15 pompes quand vous avez perdu un petit match amical, un truc comme ça, c'est pas grave, quoi. Mais cette répétition et tout le temps que ça, c'est pas bien, quoi, parce que ça muscle que devant. On peut le faire, mais à condition d'avoir une musculature solide à l'arrière. Moi, personnellement, quand j'entraîne, je fais pas de pompe du tout. Je fais pas du tout. Ouais. Parce que ça m'intéresse pas trop. Si j'ai besoin de renforcer, je préfère le faire sur de la limite sur des appareils, des trucs comme ça, quoi. Mais comme dit, j'ai toujours eu que des équipes amateurs, moi, vraiment à prendre en charge de A à Z. Et en N1, même en National 1, on n'a pas assez de temps pour s'intéresser à la performance, la défense et la solidité. Donc, c'est quelque chose que je rogne volontairement. Je ne le fais pas parce que je me focalise sur la prévention des blessures. Et après, la performance, qu'elle soit en défense ou en attaque, je suis obligé un petit peu de la gommer, puisque avec 2 fois 1 heure dans la semaine, on ne peut pas faire un truc dingue, quoi. Donc, voilà, c'est plus dans cet objectif-là. J'espère que c'était clair. D'accord. Donc, j'aimerais juste que la nouvelle, que Fabienne coupe son micro, juste, le temps que. Merci, qu'on puisse continuer. Donc, Julien, toujours là? Oui, oui. Julien, excuse-moi, non, je crois que tu avais perdu. Donc, merci à Fabienne qui vient d'arriver. Donc, ensuite, une question va continuer donc, de Mylène qui pose une question. Donc, je pense qu'elle a peut-être déjà été confrontée à ça. Après une blessure au genou, donc rupture je pense que vous voulez dire du ligament croisé antérieur, LCA, je pense. Comment gérer Alors là, c'est une question vraiment aussi bon, qu'on avait déjà parlé un peu, mais assez intéressante. Comment gérer les appréhensions du joueur pour pouvoir l'aider justement? Ouais, c'est vraiment le virage, ça, à ne pas louper avant la reprise du hand, l'appréhension du joueur. Parce que la préparation physique, en tant que préparateur physique dans un club de hand, il faut imaginer que normalement, s'il a fait son suivi kiné, qu'il a suivi tous les conseils du kiné, que le kiné était plutôt bon, normalement, vous récupérez un joueur qui est en forme. C'est-à-dire qu'il a 2 beaux quadriceps, c'est tout bien, tout va bien. Mais par contre, il a une appréhension qui est soit là, soit là. Mais il y a quand même une appréhension, c'est obligatoire. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de le contraindre à le mettre en danger. Il faut qu'il fasse l'expérience de ce ligament qui tient. Et donc, là, il y a 2 profils de joueurs. Soit il y a les cramés du ciboulot qui se disent, bon, bah, le chirurgien, il m'a dit que c'était bon, j'y vais, Fangio, on y va, et puis on verra ce que ça donne. Ceux-là, c'est ceux qui font les meilleures récupérations d'opérations. Parce qu'ils ne se posent aucune question et ils se disent, soit ça casse, soit ça passe, mais je vais y aller. Et donc, du coup, il n'y a pas tout ce dont on a parlé, des réflexes de protection, de je me mets en défense, et nanani, nanana. Ils y vont, ils jouent normal. Et donc, du coup, la musculature, elle reprend. Les capteurs, ils se refont parce que le genou est soumis à contrainte, tu vois. Et c'est la contrainte et le déséquilibre qui crée la proprioception et l'amélioration, tu vois, de tout ça. Celui qui évite en permanence et qui n'ose pas, lui, par contre, voilà, il plafonne, que ce soit sportivement et que ce soit dans son physique, parce qu'il bloque sa progression, parce que vu qu'il n'y a pas de contrainte et vu qu'il n'y a pas de déséquilibre, le corps ne peut pas s'adapter à ça. Et s'il n'a pas besoin de s'adapter à ça, il ne développe pas des facultés. Tu vois? Et donc, du coup, après un ligament croisé après une opération de ligament croisé pour supprimer cette appréhension, bon, il faut un peu connaître le sujet quand même, parce que c'est sûr que c'est difficile mais si on a le feu vert et qu'on vous dit, vous pouvez reprendre le handball, c'est qu'il est à point, le ligament croisé. Donc, on peut se permettre d'y aller. Donc, c'est oser se mettre accroupi, oser sauter à cloche-pied, faire des pivots,
tu vas faire une petite PM à chaque fois qu'il arrive à la ligne, c'est accroupi, pivot à droite. La ligne suivante, c'est accroupi, pivot à gauche sur le même genou, saut à cloche-pied, saut sur une chaise, un machin, un truc, enfin, un truc stable, un banc plutôt. Et une fois que ça, c'est bon et qu'il ose faire tout ça, tu vois, et qu'il n'a pas peur de le faire et qu'il y va, mais à chaque palier, il faut rester. Hein. Si ça met une semaine avant qu'il passe le palier suivant, il faut rester. Hein. Et D'accord. bien là, on passe, on va faire du badminton, on va faire du squash, des sports d'appui où on s'éclate, où on s'amuse sans se poser de questions. Et il faut aussi un coach qui n'a pas peur de pousser un peu, quoi. Mais pas tout de suite du hand. Ça, c'est vraiment, s'il y a de l'appréhension, c'est la pire erreur à faire, quoi. Il faut vraiment passer par tout le reste d'abord. D'accord. Oui, c'est effectivement le discours qu'on avait à l'époque Ouais, c'est ce qu'on par rapport à certains joueurs, notamment certains que tu connais bien, des joueurs de haut niveau qui après ont joué en amateur, qui n'avaient pas de blessure et qui se sont blessés tout d'un coup et qui avaient, malgré leur expérience, leur recul et leur forme physique, qu'on ne peut pas mettre en avant, avaient une certaine appréhension. C'est souvent là que tu Ouais, venais ouais. plus, où on disait que le gars, entre guillemets, ou la joueuse, pardon, était sur la retenue, mais qu'effectivement, ce n'était pas la meilleure des choses à avoir parce que plus Mais tu avances, non. plus tu peux être sûr qu'entre guillemets, si je peux me permettre d'être un peu grossier, que ça va péter, quoi. Bah oui, oui, Mhm. c'est sûr. En tout cas, j'espère qu'on a répondu donc à la question par rapport au ligament croisé. C'est vrai qu'il y a toujours ça, c'est vrai que c'est la hantise quoi, des sportifs, même pas forcément qu'au handball, les ligaments croisés, on sait que c'est la hantise un peu de tout le monde, quoi. Surtout qu'on est Ouais, bah, c'est avec. un sujet. On aurait pu faire une conférence que sur le ligament croisé hein, ce soir. Mais Et si ça même, peut intéresser les internautes et par la suite, puisqu'on fera encore, puisque n'oubliez pas que Julien est notre référent on va dire médecine, prévention, blessure et aussi préparation physique. Donc, chaque mois, il y aura sa rubrique dans Rouge Fund. Je fais une petite parenthèse, donc n'hésitez pas à venir le consulter, quoi. Et puis, sachant que ce ne sera pas le premier ni le dernier webinaire que nous ferons ensemble, n'est-ce pas, mon ami, sur ce sujet-là, quoi. Mais c'est vrai que la ligament croisé, la prévention des blessures, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très important. Et comme je reviens par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est vrai que quand on voit certaines blessures qui s'enchaînent dans certains clubs milieu amateur, là, on va rester sur le milieu amateur, c'est vrai que on peut éventuellement se poser des questions légitimes sur, voilà, sur des préparations tronquées, mais quels sont les gestes à avoir, si on les a, tu vois, effectivement, ou hmm. ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, je suis en train de regarder sur le chat s'il y a encore des questions. Là, on a encore quelques minutes, donc, parce que Julien a encore quelques minutes à nous accorder. Merci à vous, Mylène, pour cette question, en tout cas. Donc, je pense que tu as bien répondu. Donc, il y a encore quelques minutes avec J'espère. Julien. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Hein. Sinon, moi, je pense qu'on avait fait le tour au niveau des problématiques qu'on avait évoquées, sachant que je préfère préciser aux internautes et d'autres qui verront le replay, puisque ce webinaire sera disponible sur replay pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu être présents ce soir-là. Donc, il y aura encore d'autres problématiques qu'on va évoquer dans les mois qui viennent, notamment tout ce qui est blessure, aussi la partie aussi, préparation physique, qui est quand même très, très importante et que tu maîtrises aussi beaucoup de par ton implication dans les différents clubs déjà. Donc, ça, je tenais à le souligner, quoi. Ouais. Julien n'est pas handballeur à la base, hein, si je peux me permettre. Hein. Non, Voilà. mais par Donc, contre, j'ai toutes les filles dans ma famille font du handball, cousines, oui. sœurs, Oui, c'est aussi à souligner, quoi. mère, Et notamment une cousine très très connue dont nous tairons le nom, quoi, qui joue au niveau, qui est championne olympique d'ailleurs, pour être tout. championne olympique, ouais. Ouais. Voilà, donc je suppose que certains ont compris de qui il s'agit, quoi. Mais donc voilà, donc du coup, moi, j'aurais encore une petite question à te poser dans les quelques minutes qui arrivent, sauf si quelqu'un dans le chat a encore une question. C'est moi, j'aurais voulu savoir si justement, quel- pour conclure un peu ce webinaire, mais on va quand même reparler dans les prochaines éditions, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à certains qui reviennent de blessures ou qui n'ont pas encore été blessés, mais qui ont un peu une appréhension ou pas? Quels sont les conseils de manière généralisée que tu pourrais donner, on va dire que ce soit aussi bien physiquement que mentalement, pour justement on va dire, bien aborder la suite de la saison qu'on espère qu'il va arriver jusqu'au bout, quoi. Des gens qui reviendraient de blessure, là. Reviendrait de blessure, des personnes qui ne sont pas forcément blessées, mais qui ont, comme tu dis, qui ont pas fait de handball pendant très très longtemps, qui ont peut-être forcément manque de Hmm. motivation pour certains, ou qui, voilà, ce serait un peu globe. Je sais que c'est un peu, pas péjoratif, mais globalisé un peu, tu vois, mais ce genre de questions Oui, qu'on pourrait se poser, c'est quoi. vrai que c'est difficile, tu vois, de répondre parce que plus, tu vois, on évolue dans ce truc de prévention blessure, plus on se rend compte que tout ça, c'est du cas par cas, tu vois. Alors là, D'accord. on donne un peu des exemples généraux depuis avant, mais si on veut faire quelque chose d'un peu global, c'est que bon, avant tout, il faut pas trop se prendre la tête non plus. Il faut essayer de prendre du plaisir, tu vois. C'est le premier Mhm. conseil que je leur dirais. Mais de savoir que ça implique quand même un petit peu de prise en charge, quoi. Pour moi, c'est vraiment important. Ne serait-ce que quelqu'un qui me dit, voilà, moi, voilà, j'ai des enfants en bas âge, je veux reprendre le handball. À l'époque, je me suis fait un croisé à l'époque et j'aimerais reprendre le hand. Ça fait 3 ans que j'ai rien fait, tu vois. Mhm. Je l'encourage, je dis, c'est super, tu vois, si ça te donne Yann et que tu as envie d'y aller. Mais
se contenter d'un entraînement par semaine et un match, pour moi, c'est dangereux, tu vois, dans un cas comme celui-ci. Parce que du coup, c'est que du hand sans préparation physique, avec un physique qui a changé, tu vois, aussi, et qui était plus trop dans le move, tu vois. C'est dangereux. Donc, pour moi, c'est oui, à condition de rajouter 2 séances de physique dans la semaine. Mais le physique, il y a 1 milliard de façons de le faire, Oui. tu vois. On peut voilà, se renseigner un peu quoi faire, des exercices, des machins, des trucs. Mais le souci, c'est qu'est-ce que je fais, tu vois, moi, chez moi, tout seul aussi, tu vois. Souvent, quand on n'a pas trop la culture de la prépa physique, c'est difficile de pas, tu vois, on va se dire, voilà, là, il vient d'entendre qu'on n'a pas le droit de faire des pompes et que les abdos, il faut faire attention à faire des abdos hypopressifs. Donc, il se dit, mais je vais faire que, si je fais de la prépa physique chez moi, je vais faire que n'importe quoi, tu vois. Non, Oui. il faut se renseigner. L'idéal, c'est vrai que ce qui est plutôt chouette en général, c'est la prépa physique pour les gens si on peut globaliser un peu, le CrossFit, je trouve ça plutôt chouette, sans la partie haltérophilie, tu vois. Je vois. Je trouve que c'est plutôt un bon truc. Il y a des petites applications sympas ou des cours de coaching en ligne et tout qui sont plutôt bien, on va dire, et plutôt bien faits. Je pense que ça peut être un compromis plutôt pas mal. La D'accord. course à pied, tu vois, c'est pas dingue. La Oui. course à Ça pied, au-delà. va faire plaisir à certains de pas, quand on parle pas de course. Non, dans la prépa physique, j'ai jamais fait plus de 20 minutes de course à pied, moi, d'affilée, tu vois, ça n'a pas de sens parce que D'accord. personne ne fait de l'endurance sur un terrain de hand, Non, on tu vois. parle, si je peux me permettre, on parle que du niveau amateur, niveau pro ou juste le niveau amateur? Parce que moi, Ben, tout, ouais, non, parce que quand on tout. voit certains, bon, je ne citerai pas les clubs, parce que c'est un club que j'aime bien pro personnellement, mais on voit des fois les gaillards courir des fois, peut-être voir une petite heure, des fois un peu plus, sous le cagnard et tout ça, qu'on a vu il y a 2 ans, où j'ai déjà vu ça de mes propres yeux, donc c'est pour ça que Non, j'ai. ça n'a pas de sens. Au-delà de 45 minutes, on sait que ça développe des fibres aérobies, tu vois. On rentre dans la phase D'accord. endurance. Donc, un sport qui n'est que explosif et qui développe que des fibres musculaires explosives pour fonctionner, carburer au sucre, parce que tu vas faire 2 allers-retours maximum, ou 3, peut-être Oui, au c'est ce que hand, tu tu me vois, disais déjà, sans oui, c'est faire vrai. une pause. Jamais tu cours à un rythme tac, 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 posé pendant 1 heure. Donc, tu es en train de spécifier ton corps dans une activité. Tes fibres musculaires vont se transformer pour devenir performantes là-dedans. Donc, le jour où tu vas leur demander de l'explosif, elles vont faire quoi? Elles vont casser, elles vont pas tenir le coup, tu vois. Donc, ça n'a pas de sens non, de faire ça. Donc, courir quand on veut se préparer soi-même, oui, mais une vingtaine de minutes. Se faire une petite séance de 10 minutes de fractionné soi-même, c'est plutôt sympa. Alors, bon, c'est souvent un peu bizarre de voir quelqu'un courir d'un lampadaire à un autre à toute Oui, vitesse, tu vois, dans la rue, mais bon, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est ça. Un peu de gainage, de la muscu à l'élastique, on se met 2, 3 plots, 2, 3 trucs, on fait un peu du droite-gauche, droite des appuis, et puis voilà, tu vois. C'est bien. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Après, on peut essayer de rendre les exercices plus fun en changeant certains trucs. Mais bon, après tout, c'est toujours un peu la même chose, oui. hein. Tu vois, les fondamentaux, c'est les fondamentaux. Tu vois, si on veut rendre ça fun, il faut en faire souvent. Et si on en fait vraiment beaucoup, beaucoup, enfin très souvent, quelqu'un qui va faire 3 grosses ou 4 séances de prépa physique par semaine, bah, ça peut se permettre d'étoffer, de changer, de rendre ça un peu différent. Parce qu'il sait qu'il va revenir sur ces thèmes à chaque fois. Mais Oui. quand on fait 1 fois ou 2 par semaine, bon, bah, tu es obligé de te cantonner à tes thèmes. Et il faut bien se dire que des fois, déjà 2 fois par semaine de prépa physique, ça permet que à peu près à ton corps de développer des choses correctes. Tu vois, en dessous, un peu, voilà, développe pas une masse musculaire dingue avec une petite séance par semaine vaguement d'élastique, hein, Ah, c'est sûr, hein. justement, c'est bien que tu anticipes là. J'ai une question encore de Cyprien qui nous demande, est-ce qu'il y a un site ou un document pour réaliser des exercices à l'élastique correctement? Donc, déjà, avant que tu répondes, je vais déjà dire que sur Objectif Hand, on a justement notre dernier numéro, nous avons fait un article avec Julien d'ailleurs, hein, qui était notre intervenant sur justement comment bien utiliser l'élastique. Donc, je vous invite à aller voir notre dernier numéro d'Objectif Hand où on a quand même de façon assez intéressante évoqué ce sujet-là, l'utilisation de l'élastique. Si tu veux rajouter quelque chose, Julien, par rapport à ce Bah, sujet? pour l'élastique, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec l'élastique. Ce qu'on avait noté dans Objectif Hand, et je l'avais précisé, c'était une idée, tu vois, c'était une Bien idée sûr. de base, On peut mais qui encore marche développer bien. par la suite, bien sûr, Mais puisqu'on parlera aussi, si je peux me permettre, pour Cyprien, pour l'élastique de l'épaule. C'était ça notre thématique, Julien, mais aussi l'élastique pour le bas du corps, etc. Donc, je t'en prie. oui, mais là, voilà, pour l'élastique de l'épaule, je pense que c'est ce dont il parle. C'est vraiment l'idée de garder un exercice qui développe l'avant de l'épaule, un exercice qui développe l'arrière et surtout l'arrière. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et un exercice qui développe la partie latérale, tout ce qui est abduction de l'épaule.
Si on a un exercice de chaque, on est déjà bien. On le fait bien, on le répète et tout, c'est bien. C'est quand même pas mal des fois de le changer un peu parce qu'au bout d'un moment, le corps commence à faire les gestes, tu vois, allez, au bout d'un an, tu vois, allez, 6 mois, on va dire, de les faire un peu automatiquement sans que ça crée une réelle implication, tu vois. Il faut un peu des fois les modifier quand même, mais bon, bref. Mais avec 3 exercices comme ça simples, un qui muscle avant, un qui muscle arrière, un qui muscle sur le côté, je trouve qu'on est déjà bien. Tu vois, on peut faire déjà quelque chose de très, très raisonnable si on le fait souvent et comme il faut. Oui, parce que Euh, donc, après, la après, question on que… peut, après, on peut aller sur les rotateurs, on peut aller sur des exercices qui musclent spécifiquement chaque muscle, mais bon, je ne vous raconte pas toute la farandole de muscles qu'il y a dans l'épaule, Oui. c'est un peu la folie, donc on peut, voilà, Mais on c'est est vrai que la déjà bien question avec était ça. pertinente parce que l'élastique correctement, c'est le sujet qu'on avait évoqué justement. Et je vous invite Cyprien à aller voir sur notre dernier numéro d'Objectif Hand où il y a un article Made in Julien d'ailleurs et on pourra faire aussi, on aura des prochains exercices thématiques sur l'élastique. Je vous le dis tout de suite, sur l'élastique de l'épaule, les nouveaux, voir aussi l'élastique au niveau des genoux, etc. Mais bon, ça sera les prochains numéros. Mais on vous conseille, si vous avez aussi différentes questions aussi ou des interrogations, vous pouvez nous passer par nous et on vous mettra en relation avec Julien qui se fera un plaisir de vous y répondre, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Suivant ses disponibilités, bien sûr. Voilà. Mais Donc, oui. je pense, mais je vous en prie, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc, je voulais déjà remercier Julien de nous avoir accordé de son temps, puisque je sais que tu as une activité chargée, mais merci à toi de nous avoir accordé de ton temps. Bah, avec plaisir, c'était sympa. Ah, bah, tant mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. J'espère que cette un peu plus d'une heure vous a plu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous, donc que ce soit Julien ou Objectif Hand. Donc, on fera un plaisir de vous répondre. Voilà ça. Et sachant qu'on va déjà annoncer la couleur, on aura d'autres webinaires dans les prochaines semaines avec d'autres thématiques. Et avec Julien, on va donc continuer chaque mois à vous parler des différentes choses à faire pour les blessures, pour l'entraînement, l'utilisation de l'élastique notamment, ce que vous disiez, Cyprien, etc. avec Julien. Donc, chaque mois, n'hésitez pas si ça vous intéresse à venir vous abonner à Objectif Hand. Voilà, petite parenthèse. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, oui, vaste sujet. Julien qui nous dit vaste sujet, tout à fait, et très intéressé. Parfait. Voilà, ben, je suis content que ça vous ait plu. Parfait. Donc, merci à toi, Julien. Je te dis à très bientôt. Merci à vous. Passez Merci une à bonne soirée. À tous. bientôt. Au revoir.